Quelques 7000 grands électeurs votent en Côte d'Ivoire ce samedi pour les toutes premières élections sénatoriales. Les 35 bureaux de vote du pays ont ouvert à partir de 8 h, heure locale. Le Premier ministre malien Soumelou Boubèye Maïga a effectué vendredi une visite de quelques heures à Kidal, une première depuis près de 4 ans dans ce bastion de l'ex-rébellion dans le nord du pays. En RD Congo, le dédoublement des partis politiques est un problème qui mine la vie politique. Le sujet est même devenu un enjeu majeur à l'approche des élections qui doivent se tenir le 23 décembre. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur Sika. En Côte d'Ivoire, quelques 7000 grands électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour les toutes premières élections sénatoriales de l'histoire du pays. Les 35 bureaux de vote ont ouvert à partir de 8 h, heure locale. Le Sénat est une nouvelle institution créée par la Constitution de la Troisième République, approuvée par référendum en novembre 2016. Les images. Ce samedi, 66 sénateurs seront élus par un collège de grands électeurs composé des députés des conseillers municipaux, régionaux et de districts autonomes. Le tiers restant sera nommé par le président de la République à une date ultérieure, laissée à la discrétion du chef de l'État. La future chambre sera donc composée de 99 sénateurs. Cependant, cette élection inédite dans le pays se fera sans l'opposition qui boycotte le scrutin. Cette nouvelle chambre du Parlement, qui devrait entrer en fonction le 10 avril prochain, siégera à Yamoussoukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire, dans l'enceinte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Malgré des tensions internes, les partis de la coalition au pouvoir, le RHDP, se sont accordés pour présenter des listes communes. Elles feront face à celles des candidats indépendants. Ce scrutin, inédit dans l'histoire du pays, est très controversé. L'opposition, qui conteste la légitimité de la commission électorale indépendante, n'a pas présenté de liste. Les opposants s'appuient sur un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rendu en novembre 2016 et dans lequel la Cour estime que l'État ivoirien a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial. Jeudi, la tension est montée d'un cran lorsqu'une manifestation de l'opposition a été empêchée par la police. En bref et en images, le Premier ministre malien Soumelou Boubèye Maïga a effectué vendredi une visite de quelques heures à Kidal, une première depuis près de 4 ans dans ce bastion de l'ex-rébellion dans le nord du Mali. Arrivé en hélicoptère sur la base de la mission de l'ONU, la MINUSMA, Maïga a été accueilli par le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Anadif. Dans la ville, la sécurité autour de la délégation était assurée par les combattants de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, ex-rébellion à dominante Touareg. La République fera ce qu'elle doit faire pour tous ses enfants. Le Mali est un et indivisible dans sa diversité, a déclaré le Premier ministre lors d'une rencontre avec les populations dont certains groupes ont souvent exprimé par le passé leurs aspirations à l'indépendance. Maïga, accompagné par 8 de ses ministres, devait ensuite quitter Kidal pour Gao, la plus grande ville du nord du Mali. Le président nigérian Muhammadu Buhari a reçu les filles libérées de Dapchi, ce lors d'une réunion marquée par l'absence d'une étudiante chrétienne toujours détenue par Boko Haram pour avoir refusé de se convertir à l'islam. Imagesson. Au lendemain de leur libération surprise et rocambolesque, les 104 écolières kidnappées à Dapchi, dans le nord-est du Nigeria, par le groupe djihadiste Boko Haram, étaient depuis jeudi à Abuja. Elles ont pu rencontrer le président Muhammadu Buhari. Au nom de toutes, nous voulons vous remercier d'avoir sauvé nos vies et de continuer à nous faire vivre. Aux étudiantes rescapées, nous voulons vous rassurer, comme nos filles, que vous allez vivre librement et que vous allez poursuivre vos rêves au Nigeria, en paix et sans crainte de violence ou de molestation. Alors que les parents des filles de Dapchi se réjouissent de retrouver leurs enfants, je veux faire appel à la communauté de Chibok de ne jamais perdre espoir. Nous sommes déterminés comme jamais à ramener les filles de Chibok restantes. Et ceci, nous devons l'accomplir. Et ce le sera bientôt par la grâce de Dieu.
Au même moment, le gouvernement local de l'État de Borno, dans le nord-est, épicentre des violences commises par les islamistes de Boko Haram, annonçait la fermeture immédiate et jusqu'à nouvel ordre de tous les pensionnats pour des raisons de sécurité. Au total, 104 des 110 étudiantes enlevées le 19 février dernier dans leur pensionnat à Dapchi, dans l'état voisin de Yobe, ont été rapatriées. 5 sont décédées quelques heures après l'enlèvement, ont témoigné leurs camarades, et l'une, chrétienne, qui a refusé de se convertir à l'islam, est toujours entre les mains des ravisseurs, vraisemblablement dans une des îles sur le lac Tchad. Je l'annonçais en titre, en République démocratique du Congo, le dédoublement des partis politiques est un problème qui mine la vie politique. À l'approche des élections qui doivent se tenir le 23 décembre, le sujet devient un enjeu majeur. Les détails. Le principe du dédoublement des partis est simple. Il s'agit de créer un parti d'opposition bis avec le même nom lorsqu'il y a un différend, ce qui aboutit à un affaiblissement de l'opposition et à la confusion pour les électeurs. La nécessité d'y mettre fin figurait déjà dans les recommandations de l'accord politique signé le 31 décembre 2016. Dans ce contexte, le pouvoir et l'opposition avaient décidé que les formations politiques qui s'étaient dédoublées devraient être rétablies dans leur situation d'origine. Mais plus d'un an après, cette recommandation, comme beaucoup d'autres, est restée lettre morte. De nouveaux dédoublements de formations politiques ont même eu lieu. L'opposition accuse le pouvoir de financer ces dédoublements pour l'affaiblir. Exemple avec le premier parti d'opposition, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Depuis le décès de son fondateur, Étienne Tshisekedi, 3 personnes réclament le leadership de ce parti historique et sont même allées devant les tribunaux. Une situation qui frôle l'ubuesque, mais qui pose surtout problème à l'approche des élections. Lequel de ces partis pourra revendiquer l'appellation UDPS? Le Comité national de suivi de l'accord a promis de trancher cette question d'ici la fin de la semaine. Une recommandation que le ministère de l'Intérieur devra ensuite valider ou non. Et l'enjeu est crucial car le 26 mars, le ministère de l'Intérieur doit déposer la liste des partis agréés qui pourront participer aux élections. Au Sénégal, le président Macky Sall a appelé ce vendredi à traquer les malfaiteurs qui s'attaquent aux enfants et à les traduire devant la justice. Cet appel du président intervient après une série d'enlèvements et meurtres d'enfants ayant créé une psychose dans le pays. J'ai appris avec douleur ces rapts d'enfants suivis de meurtres. J'ai déjà donné des instructions les plus fermes aux forces de sécurité pour traquer ces malfaiteurs, les traduire devant la justice. C'est ignoble, c'est inacceptable et le Sénégal ne saurait tolérer cela. Ainsi s'exprimait sur la radio privée RFM le président sénégalais Macky Sall après une série d'enlèvements et meurtres d'enfants ayant créé une psychose au Sénégal. Selon le président, le Sénégal se mobilisera plus que par le passé pour mettre un terme définitif à ces actes regrettables. Ce mardi, la police a fait état de 2 meurtres d'enfants et de 5 tentatives d'enlèvement dans le pays ces derniers jours. Plusieurs autres cas non confirmés par les autorités ont été rapportés par la presse locale, mais personne n'a encore été arrêté selon la police. Le dernier meurtre signalé a eu lieu à Rufisque, près de Dakar, où un enfant de 2 ans et demi a été retrouvé mort ce lundi, et ce, après plusieurs jours de disparition. Et pour faire face à ces enlèvements et meurtres, la police a été renforcée en moyens matériels et humains. Par ailleurs, une marche est prévue ce samedi à Dakar à l'initiative du collectif Silence on tue nos enfants, une association de la société civile. Un fonctionnaire camerounais a été tué et un préfet blessé jeudi dans une attaque imputée à des séparatistes anglophones, ceux dans la région du sud-ouest anglophone du Cameroun, de sources concordantes. Le représentant du ministère en charge des questions foncières dans le département de l'Ebialem, dans le sud-ouest, a été tué dans une attaque visant un convoi administratif, a affirmé un responsable d'une ONG de défense des droits de l'homme basée dans la région. Le préfet de l'Ebialem a été blessé dans cette attaque, a-t-il ajouté. Ce bilan a été confirmé par des sources sécuritaires. Le gouvernement camerounais n'a ni confirmé ni infirmé l'information. Le préfet et son équipe se rendaient dans un village de la région pour faire une évaluation des dégâts causés par l'incendie supposé criminel de la maison de ministre lorsqu'ils ont été pris pour cible par des séparatistes anglophones présumés, a expliqué le responsable de l'ONG. Des élections sénatoriales doivent se tenir dimanche au Cameroun et par
crainte de possibles troubles, la circulation a été partiellement interdite à certains véhicules ce week-end dans divers secteurs du sud-ouest. Les autorités locales ont demandé à la population le strict respect de ces interdictions et l'ont appelé à rester calme et vigilante. La situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, les deux régions anglophones du Cameroun, s'est considérablement dégradée depuis plusieurs semaines avec des actions d'éclat imputées à des séparatistes. Un Tunisien a été tué dans le sud-ouest mardi lors d'une opération de l'armée visant à libérer 4 otages kidnappés le 15 mars par un groupe armé actif dans la zone. Selon la télévision d'État, le gouvernement a déclaré de son côté que le Tunisien avait été assassiné par ses ravisseurs. Les séparatistes anglophones qui sont en lutte pour l'indépendance du Cameroun anglophone ont demandé aux représentants de Yaoundé ainsi qu'aux forces de sécurité et de défense de quitter leur territoire, les qualifiant de forces d'occupation. En Égypte, dans la ville d'Abou Choucha, à 650 km au sud du Caire, les habitants, durement frappés par la crise économique, n'envisagent guère d'autre option que de voter pour Abdel Fattah al-Sisi. Ceci à l'élection présidentielle prévue pour se tenir lundi prochain. Quelques extraits. Nous avons la sécurité seulement depuis l'arrivée de Sisi. Avant, nous n'avions aucune espèce de sécurité. Les femmes ne pouvaient même pas sortir pour aller chez le docteur. Maintenant, c'est sûr, personne n'en est capable, sauf Sisi. Surtout quand vous voyez l'effondrement des pays autour de nous. Je me demande s'il peut rendre les prix plus abordables. La viande est chère, les pesticides et le sel sont très chers et les travailleurs n'ont pas assez pour vivre. Nous ne connaissons pas Mostafa Moussa, l'autre candidat. Et puis lui-même, il a dit qu'il voterait pour Sisi. Courante en Europe, l'inspection par des drones est encore nouvelle en Afrique de l'Ouest. Pour améliorer la surveillance de son réseau et réduire ses coûts, la compagnie ivoirienne d'électricité a ouvert une Drone Academy, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les drones vont nous permettre d'inspecter nos ouvrages, d'assurer leur sécurité de manière beaucoup plus fine que par le passé et d'optimiser également nos coûts de surveillance et d'inspection. Donc ça, pour nous, c'est très important, mais également, on va l'ouvrir, l'école va s'ouvrir sur l'extérieur, parce que nous travaillons pour nous, nous pensons aux autres. Actuellement, on a environ 25 000 km de lignes haute tension. On a beaucoup de problèmes au niveau de la végétation, donc il faut contrôler tout le temps, et c'est vrai que c'est très très dur, parce que c'est vraiment étalé sur tout le pays. Donc au niveau de la végétation, au niveau des équipements, donc on va utiliser une sorte d'intelligence artificielle qui va analyser automatiquement les images pour détecter tous les défauts possibles et imaginables. Un boulon rouillé, un câble qui risque de casser. J'ai vraiment aimé cette formation. Déjà avec tout ce qu'on a pu apprendre sur les logiciels et aussi le drone, à piloter le drone. Aujourd'hui avec M. Maton, on sait déjà comment on peut monter un drone. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça fait que j'aimerais continuer dans ce domaine avec la CIE. Ça me plaît vraiment, c'est en quelque sorte ma passion. Voilà, ce sera donc sur ces informations que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à Sika.